La liberté financière. C'est une expression qu'on entend un peu partout, mais qui reste souvent un concept assez flou, une sorte de rêve lointain. C'est ça. On ne sait pas trop quoi mettre derrière. Exactement. Et aujourd'hui, on va se pencher sur une méthode pour transformer cette idée abstraite en un chiffre, un objectif très précis. La question est simple. De combien a-t-on vraiment besoin pour que nos investissements couvrent nos dépenses? Et c'est la question fondamentale, parce que sans un chiffre, un objectif, ça reste un vœu pieux. Pour y répondre, on va s'appuyer sur un guide qui propose une démarche pas à pas pour calculer ce qu'il nomme la valeur de sa liberté. Donc notre mission, si on peut dire, c'est de décortiquer la formule, comprendre la logique derrière. Et surtout, voir comment rendre ce projet, qui peut sembler colossal, beaucoup plus accessible. Comme le dit la citation de Robin Sharma dans le document, et je trouve qu'elle est parfaite, la clarté de votre objectif détermine la précision de votre trajectoire. C'est cette clarté qu'on va chercher. Parfait. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le document propose un calcul d'une simplicité assez déroutante pour définir son objectif. Ah oui, Il s'agit de prendre le total de ses dépenses annuelles et de le multiplier par 25. C'est tout. juste, comme ça, fois 25. Ça peut sembler un peu sorti de nulle part. Exactement. On se dit pourquoi 25, pourquoi pas 20 ou 30? Pour rendre ça concret, le guide prend l'exemple d'une certaine Sandra. D'accord. Elle a calculé ses dépenses annuelles. Salaire, 1 400 € par mois, plus 2 400 € de dépenses annuelles diverses. Son total est donc de 19 200 € par an. On applique la formule, 19 200 multiplié par 25, et ça nous donne 480 000 €. Et la réaction de Sandra dans le guide est très, très parlante. Ah oui, quand même. Oui. C'est le choc que beaucoup de gens ressentent. Ah oui, là je comprends le choc. Quand on voit ce chiffre, presque un demi-million d'euros, la première réaction, c'est de se dire c'est impossible. C'est ça. Ce n'est pas pour moi. Voilà, c'est un vrai mur psychologique. Avant même d'avoir commencé, on a l'impression que la partie est perdue. C'est un moment critique, et c'est justement pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter au chiffre brut. Il est essentiel de comprendre d'où vient ce multiplicateur 25. Ce n'est pas un chiffre magique, il repose sur un principe financier bien connu et largement étudié. Et c'est ce qui permet de transformer le mur en escalier ici, je comprends bien. C'est l'idée. D'accord, alors je veux voir cet escalier. D'où vient ce fameux x25? C'est simplement l'autre face d'une pièce bien connue, la règle des 4%. Multiplié par 25, c'est juste une autre façon de dire qu'on prévoit de ne retirer que 4% de son capital investi chaque année pour vivre. Ah d'accord, le calcul est direct. 1 divisé par 25, ça fait 0,04, soit 4%. Donc, si je suis la logique, avec un capital de 480 000 €, Sandra peut retirer 4% chaque année, ce qui fait 19 200 €, et ça couvre pile ses dépenses annuelles. C'est bien ça? C'est exactement l'idée. Et le principe qui soutient tout ça est une hypothèse fondamentale. Un portefeuille d'investissement bien diversifié devrait, sur le long terme, générer un rendement annuel moyen supérieur à ces 4%. Si vos investissements rapportent, disons, 7% en moyenne, et que vous n'en retirez que 4%, il se passe quelque chose de très intéressant. Le capital initial n'est pas seulement préservé, il continue même de croître des 3% restants. L'argent travaille tout seul. Voilà, et c'est ça le cœur de la machine. On ne puise pas dans le réservoir, on vit des surplus qu'il génère. C'est un changement de paradigme complet. On crée un système qui, en théorie, peut financer un style de vie indéfiniment. Mais évidemment, tout repose sur cette hypothèse de rendement. Et c'est là que ma curiosité est piquée. Un rendement moyen supérieur à 4% après inflation. Est-ce que c'est une hypothèse réaliste ou juste de l'optimisme BA, surtout avec la volatilité des marchés? C'est la question la plus importante. Et le document y répond en s'appuyant sur des données, pas sur des opinions. Il cite une étude de référence, celle de Jeremy Siegel, dans son livre « Stocks for the Long Run ». D'accord. Siegel a analysé plus de 220 ans de données sur les actions américaines, et sa conclusion est fascinante. Sur 220 ans, ça couvre des guerres, des crises, des révolutions industrielles. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne une remarquable constance. Sur plus de 2 siècles, le rendement réel moyen, c'est-à-dire une fois qu'on a retiré l'inflation du marché américain, a été de 6,9% par an. 6,9%. C'est bien au-dessus des 4% nécessaires. Ce n'est pas le résultat d'une décennie chanceuse, c'est une tendance de fond extrêmement lourde. C'est assez rassurant de voir une telle stabilité sur le très très long terme.
En effet. Et le document cite aussi une autre étude de Cooley, Hubbard et Walls qui a testé spécifiquement la viabilité de la règle des 4%. Ils ont simulé des retraits sur des décennies, y compris les pires scénarios historiques. Comme commencer sa retraite juste avant la crise de 1929, ce genre de choses. Exactement, le pire du pire. Et leur conclusion, c'est qu'un taux de retrait de 4%, ajusté à l'inflation, est hautement soutenable sur 30 ans, avec un taux de réussite de plus de 95%. D'accord, donc on ne parle pas d'une garantie à 100%, mais d'une stratégie basée sur des données historiques solides qui la présentent comme une approche conservatrice et réaliste. C'est une boussole, pas un GPS infaillible. J'aime bien l'image. Et c'est là que le guide est très honnête, parce qu'il insiste beaucoup sur les nuances. Il ne faut surtout pas prendre ce chiffre pour un évangile. Justement, quels sont ces avertissements? C'est important. Le premier, c'est la règle d'or de l'investissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce 6,9% est une moyenne, pas une promesse. Le chemin ne sera pas une ligne droite. Il y aura des années à moins 20% et d'autres à plus 30%. Absolument. Il faut avoir les nerfs solides. Le deuxième avertissement, c'est que ces études se basent beaucoup sur le S&P 500, le marché américain, car c'est là qu'on a le plus de données fiables. Ce qui n'est pas forcément représentatif d'un portefeuille moderne, mondialisé. Exactement. Aujourd'hui, un investisseur prudent ne mettrait pas tous ses œufs dans ce seul panier. Un portefeuille diversifié à l'échelle mondiale, via un ETF Monde par exemple, serait moins volatile, même si son rendement historique est un peu plus faible. Le principe reste le même, mais les chiffres peuvent varier. Disons classique, on retire 4% de son capital de départ, puis on ajuste cette somme à l'inflation chaque année. L'avantage, c'est que le revenu est stable, prévisible. Oui. Mais l'inconvénient, c'est qu'en cas de grosse crise, on continue de tirer sur un capital qui a fondu, ce qui peut l'épuiser plus vite. C'est un risque. D'accord, et l'autre option? C'est la version dynamique, qui est plus prudente. Chaque année, on retire 4% non pas du capital initial, mais de la valeur actuelle du portefeuille. Ah, donc si les marchés ont monté, on se paie un peu plus. Et s'ils ont baissé, on se serre la ceinture. L'avantage, c'est que le capital est bien mieux préservé sur le long terme. L'inconvénient, c'est que le revenu devient variable, ce qui est moins confortable au quotidien. Il y a un arbitrage à faire. D'accord. Revenons à ce chiffre qui peut paralyser. Les 480 000 euros de Sandra, ou peut-être 600 000 euros pour d'autres. Comment faire pour ne pas se sentir complètement découragé face à une telle somme? C'est là que le guide propose une approche psychologique très, très intelligente. Plutôt que de viser le sommet de la montagne d'un seul coup, il suggère de décomposer l'ascension en plusieurs paliers. J'aime beaucoup cette idée de palier. Quel est le premier? Le premier, c'est la liberté basique. L'objectif n'est pas de couvrir toutes ces dépenses, mais uniquement les dépenses essentielles. C'est-à-dire le loyer, la nourriture, les factures. Le strict nécessaire. C'est ça. Pour Sandra, ces essentiels s'élèvent à 900 euros par mois. Multiplié par 12 puis par 25, son objectif n'est plus de 480 000 euros, mais de 270 000 euros. Ah, voilà qui change complètement la perspective. Ce n'est plus le même défi, c'est presque moitié moins. Ça devient un objectif qu'on peut commencer à visualiser. C'est tout l'intérêt. Et ce premier palier offre un avantage stratégique énorme qui va au-delà de la psychologie. Il permet par exemple d'adopter la version dynamique de la règle des 4% sans angoisse. Parce que même si les marchés baissent et qu'on doit retirer moins d'argent, On sait que les besoins vitaux sont couverts quoi qu'il arrive. Ça change tout dans la capacité à tenir le cap pendant une crise. c'est une excellente connexion. Ce n'est pas juste un objectif plus petit, c'est un filet de sécurité qui rend toute la stratégie plus robuste. Et les autres niveaux, rapidement? Le deuxième niveau, c'est la liberté intermédiaire. C'est le calcul initial du capital pour couvrir son niveau de vie actuel. Les fameux 480 000 euros pour Sandra. Et enfin, le troisième, la liberté idéale vise à couvrir non pas les dépenses, mais l'équivalent du salaire actuel. Pour une substitution complète du revenu du travail. Exactement. Sandra gagne 2 000 euros par mois, soit 24 000 euros par an. Son objectif idéal est donc de 600 000 euros. Cette décomposition est vraiment puissante. Elle transforme une montagne infranchissable en plusieurs collines successives. Le premier camp de base devient atteignable et du coup motivant. Et pour gravir ces collines, le moteur, c'est la fameuse puissance des intérêts composés. Le guide insiste beaucoup là-dessus. La progression n'est pas linéaire, elle est exponentielle. L'effet boule de neige. Voilà. Mais il dit quelque chose de très vrai. Les premiers 100 000 euros sont les plus difficiles. Pourquoi spécifiquement ce premier cap? Parce qu'au début, la croissance du portefeuille vient presque entièrement de notre propre épargne. Les gains générés par les investissements sont encore faibles en valeur absolue. C'est une phase qui teste vraiment la discipline. C'est un peu la fusée au décollage, qui brûle presque tout son carburant juste pour quitter le sol. C'est une très bonne métaphore.
L'effort est maximal pour une progression qui semble lente. C'est un rite de passage. Le document utilise ce terme. Il dit que profiter des intérêts composés, ça se mérite. Et une fois ce cap franchi, Une fois en orbite, l'inertie prend le relais. La machine s'inverse. Les gains commencent à générer leurs propres gains de manière significative. Et la boule de neige accélère toute seule. Le guide ajoute que ce processus change en profondeur le rapport à l'argent. On apprend la patience, la planification, la gestion. alors si on résume, on est parti d'un rêve un peu flou pour arriver à un plan d'action très concret. Mhm. On a vu une méthode simple pour chiffrer son objectif, ses dépenses annuelles multipliées par 25. On a compris que ce chiffre n'est pas magique, mais qu'il est l'inverse de la règle des 4%, une stratégie de retrait soutenue par des décennies de données historiques, tout en étant conscient que ce ne sont pas des garanties, bien sûr. Et surtout, on a découvert une approche pour ne pas être paralysé par l'objectif final, le découper en 3 niveaux de liberté, basique, intermédiaire et idéal. Et ce premier niveau n'est pas seulement un but psychologique. C'est un véritable outil stratégique. Le document suggère d'ailleurs que tout ce parcours transforme notre rapport à l'argent, et cela m'amène à une pensée finale. Je vous écoute. Au-delà de l'aspect purement financier, quel pourrait être le tout premier changement non financier qu'une personne remarquerait dans sa vie en atteignant ne serait-ce que ce premier palier, celui de la liberté basique? Quand on sait que son loyer, sa nourriture et ses factures sont couverts, quoi qu'il arrive. Comment cela change la façon de se lever le matin ou les conversations qu'on peut avoir avec son employeur? C'est une question puissante. Savoir que ce filet de sécurité est en place doit changer radicalement la perception du risque, les choix de carrière ou tout simplement apporter une tranquillité d'esprit au quotidien. Si cette analyse approfondie vous a apporté de la clarté, n'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations.